Imaginez une civilisation évoluée qui aurait existé sur la Terre dans la préhistoire. Elle aurait déjà connu les voitures, les sous-marins, les ordinateurs et les téléphones portables. Elle se serait développée sur une grande île de l'océan Atlantique. Elle se serait nommée Atlantide. À force de mettre la technologie au service du confort et des plaisirs, les Atlantes auraient provoqué une grande catastrophe écologique. L'utilisation du cristal leur aurait donné des applications scientifiques extraordinaires. Pourtant, une malencontreuse réaction en chaîne se serait enclenchée accidentellement. Alors qu'un système de machines fournissait de l'énergie partout sur le continent, il y eut une explosion qui se répercuta et fit trembler la Terre. Les volcans s'activèrent, les pôles de la Terre basculèrent et l'île Atlantide s'enfonça dans les flots. Imaginez que les Atlantes aient accédé à la science aéronautique, créant même des vaisseaux qui naviguaient au-delà de notre Terre, dans l'espace intergalactique. C'était un âge où des visiteurs de l'espace fréquentaient la Terre. Les extraterrestres marchaient dans les rues, tout le monde connaissait leur existence et les voyait. Avant la catastrophe finale, les Atlantes avaient créé des bases spatiales, à partir desquelles ils exploraient le cosmos, en association avec leurs frères des étoiles. Il existait ainsi des milliers de terriens qui vivaient dans l'espace lorsque l'Atlantide disparut de la Terre. Coupés de leur monde d'origine, ces survivants continuèrent à vivre dans leur demeure céleste. Sur la Terre, les rescapés de la catastrophe durent apprendre à survivre, en repartant culturellement de zéro. La technologie se fit rare, puis disparut complètement. C'est en Égypte que certains Atlantes apportèrent la connaissance de leur société disparue. Ils n'étaient pourtant pas en mesure de faire renaître la prodigieuse industrie de l'Atlantide. Pourtant, une nouvelle civilisation raffinée émergea, celle des pharaons. Après le rayonnement culturel puissant du pays des pyramides et celui des Sumériens, ce furent les Grecs qui prirent le relais, puis les Romains. Les survivants de l'Atlantide et les êtres des étoiles qui vivaient dans l'espace se concertèrent quant à l'attitude qu'ils devaient adopter envers les civilisations terrestres. Ils constataient comment les humains étaient pris dans les filets de l'ego, comment les guerres se succédaient interminablement, comment l'amour était bafoué régulièrement. Alors, tristement, ils décidèrent de ne pas se montrer aux habitants de la Terre. Ils resteraient cachés pour les laisser évoluer à leur rythme, les laissant dans l'ignorance de leur existence. Ils décidèrent donc de ne pas interférer directement dans les affaires de la Terre. Imaginez maintenant que les fils d'Atlantis et les frères des étoiles auraient pu convenir de contacter discrètement les royautés de toutes les civilisations, et ils auraient dit aux puissants de la Terre : « Voilà, vous savez maintenant qu'il existe d'autres humanités qui vivent dans le ciel. Nous ne vous demandons qu'une seule chose, un impératif auquel vous ne pourrez vous soustraire. Quand vous érigerez des mégalithes, quand vous bâtirez des monuments, des temples, vous inclurez dans les dispositions, dans les plans, dans la décoration, des messages cachés de différentes natures. Vous inclurez un chiffrage qui sera lancé comme une bouteille à la mer. Nous vous aiderons dans ce travail. » L'architecture allait secrètement véhiculer pendant des millénaires des preuves de l'existence des dieux mythiques, et pendant des millénaires, les hommes n'eurent pas le niveau technique suffisant pour s'en rendre compte. Les bâtisseurs seuls étaient dans la confidence de certains secrets. Des personnes de toutes les époques marchèrent près des menhirs, des temples, des cathédrales et des châteaux, sans pouvoir deviner ce que les pierres cachaient. Il y avait néanmoins des promeneurs qui levaient la tête vers telle ou telle pierre, tel motif décoratif ou tableau, et qui trouvaient ces objets bien étranges. Le codage avait été conçu pour être perceptible à plusieurs niveaux, ce qui fait que certaines personnes, de toutes époques confondues, soupçonnèrent que l'architecture de leur temps portait de grands secrets. Le plan des descendants d'Atlantis et des fils des étoiles était de se dévoiler à l'humanité à une certaine époque prédéterminée, et pas avant. Ils savaient que les humains allaient stagner moralement pendant des millénaires, et que c'est seulement à l'aube de l'ère du Verseau qu'une civilisation différente verrait le jour, un âge d'or enfin possible.
Les conditions énergétiques baignant la Terre, les influences astrologiques ne permettaient pas l'émergence d'une civilisation basée sur l'amour et le respect de la nature avant le XXIe siècle. C'est donc au début de l'ère du Verseau, au sein d'une humanité purifiée et enfin mature, que les êtres d'en haut avaient l'intention de se manifester clairement sur la Terre. Imaginez un homme qui aurait pu naître en France en 1960, identique à des millions d'autres. Il aurait eu une caractéristique particulière, celle de s'intéresser de très près aux monuments de l'époque des rois. Didier Coillac aurait eu un don pour comprendre les secrets des châteaux et des cathédrales, pour décoder leurs énigmes soigneusement gravées dans la pierre. Il aurait parcouru le pays de Louis XIV de long en large pendant plusieurs décennies, à la recherche des plus beaux monuments, à l'affût de leurs arcanes sous-jacentes. Ce chercheur aurait pu imaginer que Jésus-Christ avait été un descendant de ces Atlantes qui vivaient dans l'espace. Il aurait été envoyé par ses frères sur la Terre pour remplir une mission civilisatrice très importante. Didier Coillac se serait intéressé à la France de l'Ancien Régime, aux lieux où vivaient la noblesse et les dignitaires de l'Église, dans des lieux, des sites porteurs de messages secrets, aussi bien dans l'architecture que dans la peinture et la sculpture. À toutes les époques, on a vu des ovnis sillonner les cieux. Les ovnis témoignaient de la présence discrète des descendants de l'Atlantide et des frères des étoiles. Sur les blasons de l'héraldique ecclésiastique, on voyait souvent des chapeaux qui semblaient flotter en l'air. Et justement, le type d'ovni discoïdal appelé de nos jours soucoupe volante était nommé antérieurement un chapeau volant. Didier Coillac aurait pu se dire que si les vaisseaux spatiaux étaient figurés dans l'architecture, leurs occupants ne devaient pas être bien loin. Il constata que la figure de l'ange, à savoir un humain affublé de 2 ailes, cet archétype existait déjà chez les Sumériens, les Grecs et les Étrusques. Les anges sont des êtres qui peuvent voler comme les oiseaux. On pourrait en inférer que ces effigies ont été inventées pour codifier des personnes qui se déplacent dans des aéronefs. Didier constata aussi que les cathédrales comportaient bien souvent d'étranges personnages, des humanoïdes avec des têtes animalisées. Ne seraient-ils pas eux aussi des créatures de l'espace qui auraient été vues sur la Terre dans un lointain passé ? Le médium Edgar Cayce avait affirmé que les Atlantes avaient des corps physiques présentant certains attributs animaux. Il ne serait pas surprenant que les habitants d'autres planètes aient des apparences physiques en affinité avec celles de l'homme terrestre. Ce dernier aurait été créé par une espèce venant d'ailleurs. Il y aurait eu des échanges génétiques d'une race à une autre, un peu partout dans le cosmos. Voici un exemple d'homme vert ou homme feuillu. On en trouve dans beaucoup de cultures différentes. Imaginez que ces visages pourraient représenter des hommes de l'espace par une pirouette linguistique. En effet, un feuillard était en moyen français un feuillage, un branchage, mais aussi un voleur de grand chemin. Avec un jeu de mots portant sur voleur, nous comprenons que ces personnages volent comme des oiseaux sur les grands chemins de l'espace. Un thème est particulièrement présent, caché dans les monuments, celui des Elohim, les fils des dieux. Les Elohim vivaient en principe dans le ciel, mais certains d'entre eux avaient décidé de venir s'installer sur la terre en prenant femme au sein de l'humanité. Ils eurent des enfants, des géants, des êtres violents et décadents. En choisissant de descendre parmi nous, ces créatures avaient fauté. Ils furent rejetés par leurs homologues restés au ciel et punis. Le déluge arriva et les tua tous. Certaines gargouilles du château royal de Blois montrent la détresse des Néphilim. Après un pivotement de 90 degrés, les personnages apparaissent assis. Ils s'adressent au ciel et crient leur désespoir, implorant une pitié qui ne leur sera pas accordée. Celui-ci arbore une canne. Aurait-il du mal à marcher ? Une canée était un coup de canne, un coup sur la mâchoire, ce qui correspond à sa réalité future. Celui-ci a dans les mains une trompe pour appeler à l'aide. Cet objet est aussi le symbole des trompettes de l'Apocalypse qui sonnent pour annoncer les fléaux qui vont ravager la terre. Cet autre ne lâche pas sa bourse, symbolique de son attachement à sa richesse matérielle, alors qu'il devrait plutôt s'accrocher aux valeurs spirituelles.
c'est-à-dire que les dieux se sont mêlés aux humains il y a des millénaires. La royauté française avait des informations importantes à ce sujet à transmettre à la postérité. Imaginez Didier Coillac fouinant dans la ville de Paris et collectant beaucoup d'indices étalés sur de magnifiques monuments. Imaginez que le pont Alexandre III aurait pu être édifié à l'occasion d'une grande exposition universelle de Paris en 1900. Ce pont aurait célébré l'amitié franco-russe. Les statues véhiculent une symbolique qui peut se déchiffrer en relation avec l'annonce de la nouvelle ère qui arrive. Ainsi, la thématique secrète de cette statue n'aurait pas échappé à l'œil averti de Didier Coillac. Le gros coquillage, ou conque, brandi par un génie des eaux, nous renvoie à la venue du char de Neptune. En effet, c'est le fils de Neptune, Triton, qui annonçait le char de son père en soufflant dans une conque. Et Neptune est le dieu des catastrophes maritimes et des tremblements de terre. Le bouquet tenu dans l'autre main fait référence à la vieille expression « faire bouquet », dans le sens de faire subir une humiliation, une contrainte. Quand la catastrophe surviendra-t-elle ? C'est le poisson en bas de la sculpture qui nous l'apprend. L'animal est hors de l'eau, donc mourant, il vit sa fin. Neptune devrait frapper à la fin de l'ère des poissons. Le message est confirmé par cette autre sculpture. Le trident, attribut de Neptune, va frapper le poisson et provoquer sa fin. Il semble prévu qu'une catastrophe naturelle va frapper la Terre à la fin de l'ère des poissons. Imaginez Didier Coillac travaillant sur le logiciel Google Earth. Avec d'autres chercheurs, il confirme que certains grands monuments sont placés avec précision sur la carte pour concrétiser une géométrie sacrée. Cela explique pourquoi les châteaux de Chambord et Versailles ont été construits sur des marécages et pas ailleurs. Imaginez que Louis XIV ait fait aménager le salon de Vénus à Versailles. Didier Coillac y aurait retrouvé des allusions à l'Arche d'Alliance, le coffre sacré de Moïse. Il aurait vu des coffres sur les voussures, et l'Arche d'Alliance était un coffre, ici caché par un tableau montrant des chars. Pourquoi des chars ? Pour la ressemblance avec le mot « arche ». Il aurait vu le roi Nabuchodonosor dans son char devant les jardins de Babylone. Or c'est Nabuchodonosor qui a vaincu la ville de Jérusalem et investi le temple. On peut penser qu'il a mis la main sur l'Arche d'Alliance. Didier aurait vu le tableau montrant Cyrus sur son char, Cyrus le Grand, qui écrasa l'empire de Nabuchodonosor. Il rendit aux Juifs les objets précieux du temple de Jérusalem et peut-être l'Arche d'Alliance. Il devenait clair que le roi Soleil savait bien des choses au sujet de la localisation de l'Arche d'Alliance, perdue depuis la destruction du temple. Imaginez que certaines statues intégrées au monument aient été nommées des Atlantes. Il s'agirait de statues d'hommes portant quelque chose sur leur dos ou avec leurs mains levées. Cela aurait été fait exprès pour évoquer discrètement les Atlantes, les habitants de l'Atlantide. Ce sont des initiés tout à fait au courant des grands secrets qui en auraient disposé ainsi. Imaginez que la mythologie de nombreuses civilisations antiques ait comporté des dieux lions. Pourquoi ? Parce que les anciens, un peu partout sur la Terre, conservaient le souvenir d'humanoïdes léonins qui étaient descendus du ciel et avaient fréquenté l'espèce humaine il y a longtemps. Imaginez pour finir que toute l'histoire humaine depuis la submersion de l'Atlantide véhicule un grand secret, celui de l'existence d'autres humanités ne vivant pas sur la Terre. Si l'on suit les théories de Didier Coillac, il se pourrait que les preuves de l'existence de l'Atlantide et de formes de vie exogènes surgissent dans un futur pas si lointain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour soutenir la chaîne.